verser une larme. Ma première voiture, putain, je vais pleurer devant la caméra. Oh, c'est pas possible, j'ai mon cœur qui s'accélère. Ça me fait quelque chose. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, le capot est ouvert. Opel Vectra GT de 1989. Comment peut-on être ému à ce point devant une Opel Vectra aussi vieille? Eh bien, comme vous l'avez entendu, c'était ma toute première voiture. Alors, l'émotion ayant pris le dessus, j'avais la conviction que c'était la mienne, mais en fait, pas du tout. J'avais exactement le même modèle animé par un C20 XE, c'est-à-dire un moteur 2 litres 16 soupapes développant 150 chevaux. Comprends-tu que quand tu viens de passer ton permis de conduire en 2005 et que tu roules dans un véhicule pareil, on va dire que ça laisse des traces, tu vois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des véhicules très performants sur les routes. Quand tu avais un modèle avec 150 chevaux, essence qui grognait dans les tours, forcément ça laissait une impression extraordinaire, tu vois. Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'étais à ce point ému de revoir cette voiture, alors que c'est un véhicule qui m'avait mis sur la paille financièrement. C'est-à-dire que tous mes salaires étaient dilapidés dans le carburant. Évidemment pas dans l'entretien, parce que ce sont des mécaniques qui sont très robustes. Il n'y a pas d'artifice particulier, pas d'option piégeuse qui diminue la fiabilité de l'ensemble. Mais la consommation de carburant suffisait à me foutre complètement dans le jus. Je mettais entre 25 et 35 euros d'essence par jour. Et tout ça s'était cramé juste pour le plaisir de rouler et de faire chanter le C20 XE. Et oui. La manière dont a fini ce véhicule est un peu tragique. Alors c'est même pas de mon fait en plus, hein. Je l'ai prêté en fait. Et donc j'étais passager, et le mec qui conduisait, bah boum, tu vois. Hélas. Bien évidemment c'est pas... Voilà, c'est quelque chose que je vous raconterai peut-être un jour, même s'il n'y a pas trop d'intérêt de raconter ce genre de choses. En tout cas, c'est une voiture qui m'a vraiment marqué parce que... C'était mes premiers instants de liberté, tu vois. Quand tu as ton permis de conduire et que tu peux bouger comme tu veux, tu peux circuler, tu mets juste de l'essence et tu te barres, c'est vraiment une sensation extraordinaire. Quelque chose qui se perd beaucoup chez les jeunes aujourd'hui qui ont plus tendance à utiliser transport en commun ou des artifices de type trottinette électrique, vélo électrique, etc. Ce qui est très bien pour la planète, je ne dis pas. Hein. Mais ont-ils cette sensation de liberté que nous, les quarantenaires, ressentions à l'époque quand on mettait du carburant et qu'on se barrait en direction de nulle part avec la musique à fond en se disant putain on va passer un super moment sur les routes, tu vois, on va kiffer la vibes. Je ne pense pas. Je me suis toujours orienté vers des modèles avec des motorisations essence. Et quand tu es jeune conducteur et que tu contactes une assurance en disant bonjour, je souhaite assurer une Golf 3 VR6 14 chevaux fiscaux, ce qui aujourd'hui est véritablement une flaque de pisse, eh ben, tu payes 150 € d'assurance par mois. Donc, combiné à la consommation de carburant qui est ahurissante pour un 6 cylindres, en tout cas pour le VR6 12 soupapes pour en citer l'exemple, eh bien, ma vie de passionné automobile, mon bonheur de passionné était véritablement enrayé, pour ne pas dire plongé dans la lave en fusion, par ces dépenses stratosphériques. À l'époque, le super carburant E85 n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Il y avait bien évidemment le GPL, mais bon, on entendait tout et n'importe quoi sur ce carburant-là. Et puis de toute façon, on n'en trouvait pas partout. Et puis de toute façon, j'avais pas payé 3000 balles d'installation, une cuve, je ne sais quoi, sur un... Non, je trouvais que ça dénaturait la chose. Je me suis orienté une seule fois vers un véhicule diesel, et c'était plutôt accidentel, d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment choisi, c'était une 306 XS HDI. Je n'avais pas mesuré à l'époque le plein potentiel, les véritables pouvoirs du moteur diesel, à savoir l'économie quand on roule d'une manière mesurée, voilà, quand on ne fait pas le cinglé tous les jours. Et je pense que je suis véritablement passé à côté de quelque chose. Ce vidéogramme que tu vas voir aujourd'hui, c'est une demande de pardon, voilà. Donc, moi, coupable quarantenaire, m'adresse au jeune coupablier d'une vingtaine d'années et je lui demande pardon, voilà. Je fais ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'est-à-dire m'orienter vers un véhicule économique. Et ce qui est paradoxal, c'est que en roulant quotidiennement avec un véhicule économique, ça laisse beaucoup plus de possibilités pour avoir un second véhicule, ou une troisième, quatrième, peu importe,
qui pourra avoir un moteur extrêmement vorace en carburant, on s'en fout, puisque c'est un véhicule secondaire. Non seulement à l'époque je me dirigeais vers des motorisations essence très voraces en carburant, et en plus c'était des véhicules qui, par leur petit côté un peu exotique, ça m'obligeait, lorsque j'avais besoin de pièces, eh bien à m'orienter vers des circuits un peu obscurs, fermés, des groupes, des machins, des forums, devoir faire beaucoup de kilomètres pour trouver ce dont j'avais besoin, alors que le véhicule de tous les jours, lui, le véhicule standard, bas de gamme, généralement il est tellement produit en grande quantité, en série, que finalement quand tu cherches quelque chose, tu as plein de pièces génériques, ou même des pièces d'origine mais à très bas prix. Pour cette demande de pardon, eh bien je vais acquérir un véhicule diesel atmosphérique qui a été vendu en très grande quantité, qui est facile à entretenir, c'est-à-dire mécaniquement on peut intervenir très facilement avec très peu de connaissances et très peu d'outillage. Un véhicule qui est abordable, donc pas cher du tout, donc qui a cumulé un certain nombre d'années. Lorsque je me suis dit, tiens, vers quel modèle tu vas t'orienter, il y en a eu quelques-uns qui ont fleuri dans ma tête. La Saxo 1,5 litre 5D, la 106 1,5 litre 5D, la Golf 4 SDI et la 306 1,9 litre 9D. Alors la 306, je refuse parce que j'ai possédé le modèle XS HDI de 2000. C'était une voiture exceptionnelle. Je refuse de m'orienter vers une 306 avec une motorisation plus médiocre, pour ainsi dire. Parce que mon merveilleux souvenir de 306 HDI qui m'a émerveillé à l'époque risquerait d'être enrayé ou sali. Donc 306, on n'en parle pas. 106 ou Saxo, c'est très mignon. J'aime bien la petite bouille de la Saxo, ou même la 106, hein. Mais non. En fait, si tu fonces dans un mur, c'est le mur qui va gagner, tu vois. Reste la Golf 4 SDI. Pourquoi? Parce que déjà Volkswagen, je le connais par cœur. Golf 4, j'aime bien sa petite bouille, je la kiffe. Tu peux en faire n'importe quoi esthétiquement, tu peux mettre des pare-chocs d'R32, ce que tu veux, etc. Et c'est un véhicule qui, si un jour le cœur m'en dit, eh bien je pourrais lui mettre n'importe quel type de moteur, parce qu'il faut savoir que dans le groupe Volkswagen, le swapping est extrêmement répandu et tout à fait possible, en fait, voilà. On dirait que le constructeur a quasiment fait exprès de faire en sorte que tu puisses mettre n'importe quel moteur dans n'importe quel châssis. Il n'y a pas de pièces complexes à fabriquer ou autre, ça monte en lieu et place, voilà. Parmi les avantages que je viens de vous citer de rouler avec un véhicule entre guillemets lambda, avec une motorisation un petit peu humble, eh bien c'est que non seulement les pièces sont pas chères, la consommation est pas chère, l'assurance n'est pas chère, tout est abordable. On est plutôt serein dans notre tête. Et surtout, ce sont des véhicules qui ne sont pas du tout en proie aux jaloux. Vous ne vous ferez jamais griffer une 106 1,5 litre 5D ou une Golf 4 SDI, ça n'existe pas. Les salopards vont toujours griffer des belles voitures, mais une Golf 4 SDI, on passe, on met un coup de chiffon, on enlève la poussière, on a pitié du propriétaire, on se dit le pauvre. Tu vois, t'arrives avec ton seau, ta petite éponge, tu vas laver les jantes pour lui rendre service. Tu comprends? Ce sont des véhicules qui, non seulement n'attirent pas l'attention des voleurs, n'attirent pas l'attention des gens mal intentionnés, n'attirent pas l'attention des forces de l'ordre. Alors évidemment, tu circules comme ça, à partir du moment où tu es en règle et que tu respectes tout. Et comment ne pas respecter le code de la route, notamment pour les excès de vitesse, avec un véhicule qui a la plus grande peine du monde à atteindre 130 km/h déjà sur autoroute? C'est exactement le genre de véhicule avec lequel tu peux circuler parfaitement incognito. Et cela me permet de rebondir sur le sponsor de cette vidéo qui est Incogni. Et oui mes acolytes, posséder un véhicule voyant n'est pas la seule chose qui vous expose aux personnes mal intentionnées. Naviguer sur internet est également une forme d'exposition au danger des fuites de données personnelles. Nom complet, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, vos intérêts ainsi que vos habitudes de consommation. Toutes ces données, une fois collectées, sont vendues et publiées en ligne à votre insu. À ce point qu'il existe des centaines de bases de données commerciales et de sites de recherche de personnes qui contiennent vos informations personnelles. Et les conséquences sont réelles. Vous le voyez avec tous ces courriers indésirables et ces appels téléphoniques de démarchage commercial particulièrement désagréables. Et pire que ça, ça peut même entraîner des usurpations d'identité. C'est pour cette raison qu'Incogni a été créé. Incogni veille à ce que vos données personnelles restent en dehors du marché. Et ce, en effectuant des demandes de suppression de données répétées. Il faut savoir que selon le RGPD, en tant que consommateur en Europe, vous êtes en droit de demander à une
entreprise de supprimer vos données personnelles. Malheureusement, les demandes manuelles chez chaque commerçant sont extrêmement longues et fastidieuses. C'est là qu'Incogni intervient en automatisant et répétant les demandes à votre place. Et ce qui est super pratique, c'est qu'il est extrêmement simple de souscrire à leur offre. Il vous suffit de créer un compte et d'indiquer les personnes pour lesquelles vous souhaitez voir supprimer les données personnelles. Un grand-parent, un parent, un conjoint par exemple, ou vous-même bien évidemment. Puis d'accorder à Incogni le pouvoir d'agir pour vous pour qu'il puisse contacter les courtiers en données en votre nom afin de demander la suppression de vos données personnelles. Ensuite, Incogni traite toutes les demandes d'objection de la part des courtiers et vous tient au courant de chaque étape du processus. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez inclure jusqu'à 3 adresses mail et 3 adresses postales dans vos demandes de protection de données. Si vous voulez tester, Incogni est disponible sans engagement pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Et si vous êtes convaincu et souhaitez souscrire à un abonnement annuel, vous bénéficiez de 60% de réduction avec mon code C'est de tout ou en cliquant sur mon lien dans la description. Incogni.com. Donc, je vais acquérir une Golf 4 SDI pour la somme la plus basse possible. Donc on va voir, est-ce qu'il est possible d'acquérir une Golf 4 SDI pour la somme de 500 €. Pourquoi 500 €? Eh bien parce qu'en fait, quand on passe son permis de conduire et qu'on se lance un petit peu comme ça en recherche d'un véhicule, généralement, le budget moyen constaté, c'est environ 1500 balles. Sauf que si j'achète un véhicule à 1500 €, j'ai plus d'argent pour la carte grise, j'ai plus d'argent pour ma prime d'assurance annuelle, ça me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, tu vois. Donc 500 balles, ça me laisse un budget contrôle technique, carte grise, petite réflexion mécanique, etc. pour la remettre d'aplomb. Donc je trouve que c'est un budget absolument parfait pour débuter une carrière d'automobiliste. Nous allons donc découvrir ensemble le modèle qui a été choisi. Maintenant. Alors gamin, petit état des lieux esthétique qui bien évidemment concerne uniquement ce véhicule, et tu vas me dire bah, pourquoi tu montes l'état esthétique de cette bagnole, moi je ne serais pas concerné, parce que dans cette gamme de prix là, tu auras quasiment les mêmes défauts. Donc tu auras des petits frottements de pare-choc, ce sont des éléments qui se remplacent. Alors, ici tu peux voir qu'il y a un petit rouillon qui commence à apparaître, et pour cause, en fait les Golf 4, elles ont une capacité de stockage de poussière, qui à force devient un amas de terre, qui se trouve juste derrière le pare-boue en plastique, ici où est-ce que tu vois la fléchette. C'est une éponge à humidité en fait. Donc là ça va, c'est pas encore transperçant. On va pouvoir démonter le pare-boue par la suite. Alors le volant 4 branches de compétition qui vit ces derniers instants bien évidemment. Alors la seule chose qui est, c'est pas regrettable, mais en fait si tu veux les moquettes, je sais pas ce qu'elles ont, les moquettes de Golf 4, elles tiennent pas le choc. Il faut absolument mettre un, et c'est pour ça que tu as les petits tétons ici là, un là et un là-bas. Il faut absolument mettre des tapis. En fait la moquette de base, celle que tu as sous les yeux, n'encaisse pas les frottements. Il lui faut un tapis supplémentaire. Voilà. Il y a la climatisation manuelle au petit bouton AC que tu peux voir là-bas. On reconnaît la présence de la Klims. Il y a un peu de moisi sur les sièges, mais ça il ne faut pas en tenir compte parce que elle a été stockée un petit moment comme ça sans bref. D'où ce superbe plaid. Voilà. Mais sous le plaid on peut voir que en fait les points habituels de frottement, d'usure et de trouure ne sont pas troués. Donc c'est bien. 4 vitres électriques, ça fait plaisir. Donc l'assise est encore bien moelleuse, bien gonflante. Évidemment, on ne tient pas compte de l'état d'usure. Hein. Tout ça, ça va être super bien nettoyé, bien propre. Le ciel de toit, comme pour toutes les Golf 4, eh bien, il est décollé. Il faut savoir que si tu possèdes une Golf 4 qui n'a pas un ciel de toit qui se décolle, c'est que soit elle a été stockée dans un garage quasiment tout le temps, soit tu as une contrefaçon. Parce que les vrais Volkswagen, le ciel de toit se décolle. La hauteur de ces pneus, c'est un truc de ouf. Alors, regarde la dimension, mec. 80, 175, 80, mec. Alors pour le calcul des pneus, c'est tout simple. En fait, 175, c'est la largeur de la bande de roulement, c'est-à-dire la bande de roulement, c'est ça, en millimètres. Et 80, c'est 80% de cette largeur. Donc tu as 80% de 175 en hauteur de pneu. Donc autant dire, tu prends les Dodan à 240, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, alors ça, pour rien au monde, je le retire, ça. Ah, c'est mon meilleur pote, ce petit logo. Quel kiff. L'essuie-glace arrière vit ces derniers instants. Parce que c'est un élément... déjà,
ça griffe la lunette arrière quand le bidule est usé, quand le balai, ce qui est le cas ici. Tu peux voir que le balai il est baisé. Donc des fois tu fais pas attention, tu le fais aller et ça griffe le système. Enfin ça griffe les lunettes pardon. Et de toute façon c'est pas très esthétique. Donc lui il va dégager. Ah, il y a encore la plage arrière gamin. Le coffre des Golf 4 c'est quelque chose. Plus profond que les versions 4Motion, donc les V6 le coffre est un peu plus haut. Alors le tapis de coffre, en temps normal j'aurais dit on va le nettoyer, mais celui-ci bah, forcément il faut le jeter, hein, il ne sera pas récupérable en l'état. Les côtés, bah, c'est pareil, le côté droit ici va dégager, la moquette latérale, parce qu'elle est prise d'huile en bas, ça c'est pas récupérable. Le côté gauche lui il est encore correct. En fait les moquettes je vous explique, tout se remplace, hein, on peut tout à fait remplacer tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ici on a un début d'attaquement, mais qui n'est pas traversant ni rien, c'est du surfacique. Toujours la cause à un amas de poussière qui finalement devient de la boue. Enfin, ça devient une éponge à humidité. Et puis du coup, bah, quand il pleut, bah, l'eau ne s'évacue pas. Elle se stocke. Et puis ça fait rouiller gentiment. Bref. Il y a quelques années, un défaut de carrosserie de ce genre, la voiture, je la calculais même pas. Tellement que le métier de carrossier m'écœurait. Parce que bien évidemment, toute opération de carrosserie digne de ce nom doit être effectuée en cabine de peinture, etc. Enfin bref, par une personne compétente, donc un carrossier. Et étant donné que j'ai toujours été déçu toute ma vie par cette profession, par les prix de fous qu'ils pratiquent, par leur indisponibilité, par... enfin bref, j'ai des anecdotes, laisse tomber. Mais là, dernièrement, j'ai rencontré un carrossier, laisse tomber. Alors évidemment... Il y a quand même des choses à éviter, hein. Quand c'est des gros trous de ouf dans le plancher et tout, bon bah là, on évite. Hein. C'est bien que tu sois là maintenant, à cette heure-ci du projet, là, que tu vois vraiment dans l'état de dégueulasserie qu'est cette voiture, et tu vas la voir tout doucement se relever de la vase, tu vois, bomber le torse. T'inquiète dans là, Mathieu Bio. Je suis ému. T'es ému, Guillaume, ou pas? Il y a la mousse de capot, il y a le couvercle moteur, il y a le couvercle batterie. Ça, c'est moi qui l'ai enlevé tout à l'heure parce que j'ai changé la batterie pour la sortir de l'endroit où elle était. Donc, on l'a toujours. Il y a le petit truc à alarme ici. Il y a une alarme dessus, gamin, parce que SDI, ça se vole, attention. Hein. Très recherché. Putain, ça sent une odeur que je connais pas, moi. Le gasoil. Putain de merde. Alors là, ce que je veux faire immédiatement de suite, c'est remplacer le filtre habitacle. C'est malheureusement et hélas, tristement, quelque chose qui n'est pas remplacé. Parce qu'en fait, la présence de moisie dans l'habitacle indique que c'est étouffant, il n'y a pas d'air qui circule. Donc là, je pense que là, il y a du remplacement à faire là-dedans. Ma constatation ne doit pas donner l'illusion à l'ancien propriétaire qui est un proche, que j'apprécie très très grandement, que ce véhicule n'a pas été entretenu. On ne sait pas, on n'a pas le réflexe de remplacer ce putain de filtron. En plus, faut retirer des vis et tout. On n'est pas censé le savoir. Mais malheureusement, ce filtre ne fait plus son office. Donc, voilà, c'est bien de le remplacer tout de suite. Et puis, je vais aussi dégager toutes les feuilles qui traînaillent là-bas. Donc ça, c'est quand même la priorité ultime. Je rappelle que ce vidéogramme n'a pas pour but de dire véhicule mal entretenu, je sais pas quoi. Hein, d'accord? C'est vraiment pour dire, voilà, parmi les choses qu'il faut faire très rapidement parce que c'est très facile à faire, il y a ce filtre. On va voir après, il y aura d'autres choses aussi, comme démonter les pare-boues pour retirer la gadoue qui se trouve derrière, etc., les ailes. Mais bon, voilà. Donc le filtre, c'est important, c'est l'air qu'on respire dans l'habitacle. Donc ça, en plus ça coûte 10 balles, donc on le remplace, ça prend 2 minutes. Il y a un petit couvercle lié comme ça. On remet le nouveau filtron dedans, on le réinstalle, on remet les 4 vis et c'est parti. Alors, il y a une odeur de gasoil chaud. Je ne suis pas spécialiste diesel. Cependant, je pense qu'il doit y avoir des retours d'injecteurs qui doivent être poreux ou craquelés ou autres. Et Guillaume, peux-tu montrer comment on retire les petits capuchonniers? Oui. Donc tournevis plat, soulèvement, qui laisse apparaître un écrou de 10. Bien évidemment, il y en a 3. Le deuxième est ici, le troisième est là. Et ensuite, on va voir un petit peu la gueule que ça là-dessous. Est-ce que le caoutchouc vient? Il viendra, je le sens. Voilà. Putain! Ah bah oui, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de pression, donc tu peux mettre un collecteur en plastoc, punaise! Je crois que joint du couvre-culasse, il y a un petit fuiton. De rien du tout. Ça, on peut le mettre à la liste déjà d'office.
Ah bah il est là le caoutchouc. Le caoutchouc du couvercle machin. Ah, il est là-bas, ok. Ben, ça sent pas le gasoil. Enfin ça sent le gasoil, mais je pense pas que ce soit du gasoil qui fuit. Est-ce que ça se passe au Karcher un bloc comme ça? Moi je ne le fais pas. Moi non plus. Mais est-ce qu'on peut? En fait là il y a quelqu'un qui a la réponse dans la vidéo, mais il est tellement en arrière dans le temps le pauvre par rapport à nous maintenant qu'on... Enfin, je veux dire, c'est pas fou ça. Nous on est en train de filmer, eux n'ont pas encore connaissance de la vidéo qui est en ligne, mais quand elle sera en ligne, ils seront dans le passé par rapport à la situation. Dingue! Bordel de merde! Je voulais qu'on contrôle la distribution. On va ouvrir le couvercle client, on va regarder un petit peu la gueule qu'elle a. Alors ça, ce sont des contrôles qu'on peut faire devant le propriétaire du véhicule quand on s'apprête à l'acheter. Hein. Au moins, on peut vérifier si ça a été... c'est carré, mon grand. Nickel. Putain, c'est pas vieux. Et je suis super content, trop bien. Vas-y, nickel, tu peux fermer. Ah, déjà, ça, c'est pas une urgence, déjà. Ah, parce que je voulais lui faire une vitesse max dans l'état là actuel, avant de faire quoi que ce soit. Et j'avais peur pour la courroie. Donc déjà là, la courroie, c'est bon. On sait qu'elle est propre. Elle n'est pas craquelée ni rien. Et les galets, ils ont l'air propres. Donc ça, c'est good. Alors, ce que je vais faire là de suite, ça fait partie de la prépa. C'est retirer ça. Retirer ça. Tu vois, hop. Ce que je suis en train de faire, c'est de la préparation. Là, tu es dans la prépa moteur. Là, tu as 600 chevaux. Là. Voilà, 600 chevaux. Tu veux que je te montre les nettoyants frein? Allez, je vais te montrer, gamin. Je sais que t'en meurs d'envie. Bon, on va attaquer un petit peu cette zone-là. Juste pour que tu vois un petit peu la force motrice nettoyantive. Le pinceau, c'est quand c'est à ce stade de dégueulasserie. Hein. Sinon, le produit seul, déjà, il tabasse déjà très très fort. Il y a une référence qui apparaît. Comprends-tu? Comprends-tu que quand on fera tout, ça sera absolument nickel. Donc ça, la baie moteur, on arrête de s'en occuper pour l'instant. Joint, vidange, filtre, etc. Et on se retrouvera plus tard pour ça. Bon, alors ici, instant vidange. Très important, j'ai été faire un tour avec la bagnole pour faire chauffer l'huile. Et c'est là que j'ai découvert que en fait, l'aiguille de température ne monte pas. Donc le Calorstar est grippé. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, il faut vidanger l'huile. Donc elle est au moins pas froide. Parce que l'important, c'est de ne pas vidanger un moteur dont l'huile est froide, quoi. Parce que sinon, ça ne s'écoule pas et ça n'a aucun intérêt. Inutile de te ruiner chez Castrol. Tu vas chez Leclerc, tu prends l'huile Tech 9. Moi, je pars sur la 1040. 540, je pense qu'à ce kilométrage-là, peut-être pas. Le filtre, j'ai pu ce qui traînait en magasin, à savoir cette marque-là, mais tu veux prendre ce que tu veux de toute façon pour ce genre de motorisation, on s'en fout. Un bac de récupération et c'est parti. Oui. Je pense qu'il y a une fuite quelque part. Là, je pense. Je vais vérifier, mais à mon avis, ça doit couler de quelque part. Ouais, c'est quelque chose. Oh, putain, puis ça sent les gaz d'échappement dans l'huile, vieux. Non? Ou alors c'est parce que j'ai roulé puis qu'il y a une grosse fuite à la ligne là-bas au-dessus? Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier sur les motorisations diesel atmosphériques. Alors, je ne vais pas parler des autres marques parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais chez Volkswagen, dans le groupe Volkswagen, j'entends bien, hein, tous les véhicules qui ont reçu le 1,9 litre SDI voient leur catalyseur se boucher aux alentours de 150 000 km pour ceux qui font les entretiens régulièrement. Voilà. En fait, les vapeurs d'huile qui sont naturellement produites par l'élévation de température de l'huile, sont aspirées par l'admission par l'aération du carter moteur, donc c'est un système qui est parfaitement prévu par le constructeur d'origine. Cette huile transite avec la vanne EGR, avec diesel, tu connais, hein, tout ça c'est de la soupe. Hein. Donc ça transite bien sûr dans le cylindre, c'est brûlé approximativement et ça se retrouve dans le circuit d'échappement. Quand je parle de circuit, je te parle du collecteur, de la tresse du catalyseur, des machins, etc. et tout. Donc la vitesse d'évacuation des gaz d'échappement est beaucoup plus lente qu'avec un turbocompresseur par exemple. Et bien en fait, il n'y a pas assez de force d'évacuation ni d'élévation de température dans le catalyseur pour favoriser la cramure de toute cette merde. Donc les catalyseurs s'obstruent très rapidement. La chance qu'ont les propriétaires, c'est que les catalyseurs de SDI, ça coûte que dalle.
en remplacement. À partir de 100 € en pièces neuves, tu en trouves notamment sur Autodoc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est dramatique. Le problème, en tout cas sur ce véhicule-là, c'est que le catalyseur a été découpé, vidé sommairement, ressoudé et tout. Tu sais, c'est comme les chirurgiens qui opèrent et qui oublient une compresse dans la boudaine de la personne. Bah là, le soudeur, il a oublié un bout de ferraille dedans. Voilà. Tu verras quand on fera l'essai, c'est plutôt sympa, tu vois. C'est déjà que tu roules en SDI, déjà que l'apparence du véhicule, elle est quand même assez, t'as vu? Bah là, t'es pas trop incognito en fait, parce que ça fait gling 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 gling. On corrigera ça bien évidemment. En tout cas, pour les propriétaires de SDI futurs ou actuels, sachez que le catalyseur finit par se boucher tôt ou tard, c'est à peu près normal, hein, c'est le fonctionnement qui veut ça. Et bah, il suffit simplement de le remplacer. Bon, j'imagine que c'est le fait que ce soit un diesel, que ce soit aussi noir. Hein. C'est pas. D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse scientifique, ça m'intéresse grandement. Pourquoi l'huile des diesels est toujours noire, très peu de bornes après la vidange? C'est-à-dire qu'elle noircit. Le noir, il vient de quoi? Pourquoi? Pourquoi ça noircit, bordel de merde? Parce que quand tu demandes aux gens, ah, c'est normal, c'est un diesel. Oui, mais sur le plan scientifique, pourquoi? Ah, c'est un diesel. Ta gueule. Franchement, pour les propriétaires de 1,9 litre SDI, ne pas faire les vidanges en temps et en heure, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que le bouchon en dessous, bon, ça prend 2 secondes, t'as bien vu, ça c'est sur tous les moteurs quasiment. Et le filtre à huile, bordel de merde, le filtre à huile il est juste devant ta gueule, c'est ça. Avec un petit système à 5 € chez Noroto, chez Feu Vert, qui tu veux, tu desserres le bazar, terminé. Franchement, moi je la vidangerais tous les 7-6 000, tu vois. Au lieu d'attendre la préconisation de 20 000 ou je sais pas quoi là. Bref, allez. Cogne. Alors on est à l'étape du filtre à air, j'ai oublié de démonter Enfin j'ai oublié de filmer, pardon. Donc, la boîte à air a été comme ça. Donc ici, un collier à écarteler pour enlever le tuyaulier. Il y avait aussi un petit tuyau, ici. Celui-là qui rejoint cette électrovan. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et ensuite, il y avait cette prise-là, certainement un capteur de température d'admission. Dans la boîte à air, c'est original. Ouais. Le filtre à airs. Alors. Ouais, c'est au bon moment, on va dire. En train de revivre la grande, en train de revivre malheureux. Vas-y. Ça tourne là? Ouais. Ah là c'est bon, mieux. alors ici, tu as 3 vis à démonter du pare-bout, donc tu tournes la roue, pas besoin de soulever la voiture. Hein. Tourner la roue, tu démontes une vis, 2, 3, celle-ci, et il faut écarter un petit peu et découvrir le poteau rose comme on dit. Putain vieux. Tu vois tout ça? C'est de la terre. Et ça garde toute l'humidité. Et c'est ça qui fait pourrir les ailes et les bas de caisse. Donc là, bah, je vais l'écarter. Et ça monte jusqu'en haut, hein, putain. T'as vu ça? Je le vois. Donc, on y va. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'est pas encore rouillé. C'est complètement fou. Et ça n'a pas rouillé. C'est ça qui est fou. La peinture est nickel en dessous. Incroyable. Voilà, après un nettoyage. J'ai dit, les Golf 4, c'est un super châssis. Hein, c'est super bien traité et tout. Hein. Donc là, bah, le cancer a été retiré sans séquelles. Je suis très content. On va remettre le plastique garde-boue par bout en place. Non, je crois que garde-boue, c'est pour les motos. Vous me confirmez les motards ou pas là? Je pense que garde-boue, c'est pour les motos. Et par-bout, c'est pour les voitures. Bon, nouvelle journée, attaquement de l'intérieur. J'ai pu constater qu'il y avait quand même quelques anomalies avec les vitres électriques. Une qui fonctionne très bien, c'est la vitre... La vitre passager fonctionne super bien.
Voilà. La vitre arrière maintenant. Tu vois ce qu'elle fait? Elle bloque. Donc là, il y a un problème dans le système. Je ne vais pas te le faire avec celle-ci, mais elle fait exactement pareil. Et je ne vais pas le faire parce que pour la remonter, comme tu peux le voir avec les traces de doigts là, c'est la misère pour... non, elle fonctionne plus. Et la vitre arrière ici. Voilà. Donc il va falloir démonter tous les panneaux de porte. Et pour la raison des lève-vitres qui sont pour la plupart en panne, et aussi parce qu'il faut remplacer les enceintes. Oui, parce qu'avoir un son dans un véhicule, c'est très très important. Je vais te... Oui, ce pantalon de compétition est très joli. Nous allons mettre en marche cette autoradio. Votre employeur peut même intervenir au salon. Votre employeur peut intervenir, les gars, je vous le dis. Alors au départ, j'avais inclus dans ce vidéogramme que tu es en train de voir toute la partie audio et en fait la vidéo durait 2h30. Donc j'ai coupé tout ça et ça va devenir un vidéogramme spécifique. Les Golf 4 ont été pourvus, comme tous les véhicules de série, d'un autoradio, mais dans certains cas d'un système nommé DSP. Ce qui fait qu'en fait, ce que tu crois être un autoradio, c'est juste une petite interface dégueulasse qui envoie un signal sonore à un boîtier qui se trouve dans le coffre et lui va distribuer le son aux portières. Donc dans les enceintes des portières, pardon. Du coup, quand tu crois avoir des fils d'enceinte là dans la console centrale, bah en fait t'as que dalle, tu vois. Donc on va parler de tout ça dans un vidéogramme spécifique. Vous allez voir que les Golf 4... Alors il y a une science en fait pour le son, hein. Vous verrez que on laissera parler un spécialiste. Mais en fait, le son, la force du son, notamment les basses, c'est pas forcément produit par l'enceinte en elle-même, mais plutôt par ce qui la maintient, ce qui la soutient en fait. Ce qui fait office de caisson en quelque sorte. C'est pour ça que les Golf 5 ont un son archi pourri et que les Golf 4, elles ont un putain de son, même d'origine. Donc pour reproduire cette spectaculaire sonorité Golf 4ique, eh ben, il suffit simplement de faire tout ce que vous verrez dans le vidéogramme prochain. Donc on a 1000 raisons de démonter les panneaux de porte, et ça j'aime bien. Et en plus, à bien y regarder, les panneaux de porte, ici tu vois il y a un trou. De ce côté là ici, c'est pété là. Donc je pense qu'on va remplacer les panneaux complets, checker les lève-vitres, remplacer les enceintes. Bon, un petit boulot sympathique, j'aime bien rénover moi. Ça me rend heureux. Bon, opération démontage de panneaux de porte pour vérifier ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc là, il faut déclipser cette partie-là. Tu peux voir ici que tu as une petite rainure. Donc là, il faut engager un outil en plastique. Parce que bien évidemment, si tu mets un tournevis en ferraille, ce que tout le monde fait d'ailleurs, bah, ça va laisser une marque. Donc une fois qu'on aura démonté ça, on aura deux vis juste derrière. Et il y a aussi deux vis qui se trouvent sur la partie basse. J'espère que tu les vois parce que je refuse de faire de la gymnastique pour te montrer. Voilà, sur le bas du panneau. Donc, ici, j'ai retiré le plasticus, j'ai viré les deux vis du bas et les deux vis derrière la poignée. Derrière la poignée, c'était ces vis-là, ça se démonte avec du cruciforme, et tout en bas, avec du Torx, c'était celle-ci. Sur la poignée, quand tu vas la démonter, tu auras trois clipsons métalliques comme ceci. En temps normal, il faut que je m'exprime convenablement. Je pense que les concepteurs se sont dit, ah, on va faire une partie avec des petits trucs piquants, tu vois, piquant qui est là et piquant qui est ce côté-là, là. Théoriquement, ça doit rester sur cette partie-là, mais ce n'est jamais le cas. Souvent, soit il tombe par terre, soit il reste accroché sur la poignée. Donc, s'il tombe, tu les mets exactement comme ça. Regarde, je te fais bien une image. Ok. Le côté Kinder gaufré, là, c'est de ce côté-là. Ça marche. Essaie de ne pas les perdre parce qu'ensuite, bah, ça berloque, c'est pas bon. Pour ce qui est du revêtement dégueulasse, je t'explique l'astuce juste après. Enfin, après dans la vidéo, je veux dire, hein, dans le remontage. Pour l'instant, le but, c'est de retirer le panneau de porte. Bah, rien de plus simple, bah, il faut tirer en fait. Tu essaies de passer tes doigts ici, sur le côté, et tu écartes comme ça. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'il berloque comme ça, mais il faut tout simplement le soulever vers le haut. C'est pour ça qu'il faut enfoncer le petit bidule de verrouillage. Tu l'enfonces, et une fois que ça ballotte, tu lèves vers le haut. Une fois qu'on lève, derrière il y aura un système à déclipser. J'essaie de te montrer ça. Donc nous voici derrière le panneau. Je suis mort de rire, c'est quand je vois ça là.
Elle est crevée, elle est foudroyée, elle sait plus où elle est l'enceinte là, c'est fini. Donc, tu avais ce système ici même. Donc les crochets sont pas cassés, j'ai réussi à le retirer. Ça se retire super facilement, tu verras. Ça, c'est ce qui vient ici, donc pour le système de poignée de porte. Et ensuite, tu as tout simplement la prise qui se démonte super facilement de là-dessous. Voilà. T'as que ces deux trucs-là. Le panneau, il est en très bon état, on ne l'a pas abîmé, on est super content. On vérifie idéalement que toutes les petites fixettes, la exact, sont toujours présentes. Ok. Là, il y en a une qui est pétée, ici, là. C'est donc celle-ci. Donc ça, je vais la virer. Et ensuite, bah, pareil, Mécatechnique, Amazon, enfin, vous avez le choix pour acheter les pièces qui sont pétées. Donc, on va s'intéresser à ce truc-là maintenant. J'ai rebranché l'interrupteur, on va voir ce qui se passe. Je vais vouloir ouvrir la fenêtre. Bon, déjà, le moteur fonctionne. Ah, attends, j'ai vu un truc passer là. On va le redescendre. Ah mais il est là le système, Yann. Je pense que la fenêtre, la vitre quoi, n'est plus fixée au système. Alors ici, bon j'ai descendu un petit peu la vitre à la main. Comme tu peux le voir sur la partie basse, la vitre elle a un trou. Et elle est censée être tenue dans cette petite mâchoire là, tu vois. Et il y a un trou aussi ici. Tu vois mon doigt qui passe à travers. Et il y a un petit système en plastique qui est censé traverser la vitre, sauf que ce machin il s'est barré. Donc c'est pas du tout une panne grave, c'est très bien. Je vais pouvoir réparer ça, enfin c'est tout con en fait. Et en plus tu vois tu as une ouverture ici même, tu as un trou, hein, pour justement venir replacer un clipson. Donc ça va être une réparation qui va être simple. Voici comment se présente le système de verrouillage du trou de la vitre. En fait on a deux espèces de... Comment ça s'appelle ça? Une goupille d'entretoise, un cylindron, un pénétroir. Donc celui-ci va dans la fenêtre, ensuite celui-ci il rentre en force au milieu, ce qui génère un écartement et procède à une rétention du système. Sauf que je pense que ça a dû prendre du jeu. Donc à tout ça je vais rajouter une vis au milieu qui va écarteler le truc, pas trop, sinon on risquerait de casser la vitre. Donc il faut que je trouve une vis qui puisse fileter là-dedans. Bon, alors ce qui a occasionné la problématique, c'est qu'en fait la fenêtre n'est fixée sur absolument rien. Donc elle devrait glisser, elle devrait même tomber toute seule. Le problème c'est que je dois forcer pour qu'elle circule dans ces putains de glissières. Voilà, à partir de là, elle est libre, mais dès que je fais ça, tu vois, là, ça y est, là elle bloque. Et je ne sais pas ce que c'est. Et t'as vu comment il faut forcer? C'est pour ça qu'en fait le moteur, lui, il a forcé sur sa mâchoire de fixation et ça a dégagé les petits clipsons de maintien. Est-ce que c'est de la merde qui s'est mis là dans la feutrine? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour vérifier la théorie, il faut faire couler un peu de WD. Ah, tu vois, touche avec ton doigt, regarde comment ça fait. Ah, j'ai compris. C'est sec? Ah ouais, c'est sec et c'est plein de verdure. Descends, c'est en bas que ça coince là. Ah oui, C'est plein de merde. c'est sec. C'est de la verdure qui a séché. Alors là, dans le public, t'as Jean-Thierry Mathurin. Mais non, c'est pas du WD-40, je connais le problème par cœur. Faut utiliser du silicone. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en direct, tu vois, on peut pas savoir ce qu'il y en est. Allez, moussifie, gamin. Moussifie le passage. La lubrification, c'est le secret de la vie. Ah, c'est important. Donc, ici, comment je vais te filmer ça? Voilà, oh putain, trop bien. Là-bas, on a nos petites pièces en plastique insérées. Et je vais rajouter une vis au milieu. Et ça devrait plus bouger pendant 1000 ans, à peu près. Ça marche, cette histoire, c'est bien. Donc, la panne, parce qu'il faut quand même faire un point là-dessus. Il y a eu une rétention dans les glissières.
Ensuite, bah, vu que la fenêtre elle freinait trop fort, le moteur a tiré et ça a dégagé le petit clipson de maintien. Là, on n'a rien fait de plus que remettre le système en place et graisser les coulissoirs, là, c'est tout. Ça force, hein. Faut se foudroyer un doigt quand même. Aïe. Tu vois pas la contrainte qu'il y a? Pareil, la fenêtre, elle a du mal à glisser, du coup, ça force sur le... Là, ça a cassé carrément la... Regarde. T'avais un rivet de maintien ici, du coulissoir. Ça l'a pété tellement que ça force. J'ai essayé de le retenir avec mes doigts, mais j'y arrive pas. Bon, ici, je viens de recevoir donc le nouveau panneau avec système de lève-vitre dessus, fixé dessus. Ça m'a coûté 23 € sur Autodoc. Plutôt sympa, hein. D'ailleurs, je rappelle, hein, c'est pas un placement de produit, je le rappelle juste, il y a un code promo coupable. Donc C majuscule et ensuite en minuscule coupable, donc coupable en fait. Hein. Ça vous donne 5% et ça c'est tout le temps, toute l'année, tout le temps, non-stop. Voilà, donc là ce qu'il faut faire, tu noteras qu'il y a un tout petit collier blanc ici, regarde bien. Pour maintenir le système, donc il faudra le couper ça au dernier moment et ensuite visser le moteur dessus. Ce que je vais faire là tout de suite. Alors, nouveau système Installous. Installousé. Alors je viens de découvrir, je suis con, j'ai jeté le panneau l'ancien avec les deux ronds là, tu sais les caches en plastique, bon c'est pas grave mais voilà quoi, c'est bon à savoir. Alors, tac, donc le vitron, bah, il est dans ces petites, ces nouvelles mâchoires là, tu vois, tac. Attends, je regarde quel côté qui coupe encore parce que... Veux-tu m'épouser? Alors, voilà gamin, hey. C'est facile. Pas beau ça? Compétition. Et là quand je fais ça, ah tac. Regarde comment ça fait la marche arrière. J'avais déjà vu. Il vient de prendre le vent dessous. 700 chevaux. Code 9. Putain, le mec du contrôle technique va péter les plombs. C'est-à-dire qu'est-ce que tu m'as ramené là? T'inquiète gamin, aie confiance. Aie confiance. Confiance. Alors le soufflet de levier de vitesse, j'ai commis une erreur quand je l'ai démonté, j'ai tiré sur la partie en faux cuir là, et l'espèce de petit encadrement il est resté dessus. Donc j'en ai commandé un nouveau sur AliExpress, et quand j'ai voulu le mettre, le nouvel encadrement sur l'ancien, ça passait pas, je me suis dit putain je me suis fait rouler, c'est pas le bon. Non, c'était le bon. Tu peux commander les soufflets sur n'importe quel site, Amazon, AliExpress, machin truc, bien évidemment tu l'auras le moins cher du monde sur AliExpress. En plus tu as même des petits trucs, tu peux changer, boîte 6, boîte 5, avec des trucs de Batman, Spider-Man, bref ce que tu veux. Voilà, je voulais juste te parler de ça. Je t'ai montré un petit peu, t'as vu, faut que tu le déverrouilles, tu le décalotes vers l'extérieur. Un coup de pince, tac, tic, tu mets le nouveau, on s'en fout. Alors, tu m'as entendu parler du contrôle technique, forcément. Au prix d'achat, tu te doutes bien que c'était un achat dans l'état, sans rien comme ça, prends-la et va-t'en avec, tu vois. Donc, ce que je fais quand je vais au contrôle technique, je supplie toujours le contrôleur de aller en dessous pour filmer, pour regarder. Pas toujours pour filmer, mais au moins pour regarder. Parce que quand tu as la feuille à la fin, ton procès verbal de contrôle technique, des fois, tu as des intitulés, faut comprendre le russe. Hein. Artefact de timonerie sur son lit de ferme ta gueule, je vais regarder moi-même et je vais me faire une idée de l'état. Donc, 300 000 km, allons voir ce qui se passe sous cette Golf. Pour l'instant, ça a l'air poussiéreux, il n'y a pas de... Moi, tout ce que je veux ne pas voir, c'est des ruissellements de liquide de frein, de machin. Ça, c'est un truc qui me dégoûte, ça. Donc, pour l'instant, pas de liquide de frein, pas de fuite. Putain, c'est ligné en quoi? En 40, ça? C'est quoi ce délire, gamin? C'est plutôt sain, là-dessous. C'est plutôt sain, gamin. Ah, impeccable. Franchement, putain, pour le kilométrage, c'est un truc de ouf, hein.
Même pas écrasé au cric. Ah, j'ai parlé trop vite, il y a un petit... Ouais, vite fait. Le catalyseur. Ah là, c'est ça qui fait gling gling en fait. Attends. Ah, il y a un truc qui berloque là-dedans là. On a une importante fuite d'huile, ouais, ça je l'avais déjà filmé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure dans la vidéo. Assez conséquent, mais ça va, sinon elle est saine. Le châssis est sain. Parce que le moteur, moi je m'en fous, de toute façon tout sera à refaire. Tac. Ouais, c'est correct. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Bon, à mon avis, les cylindres blocs, ils doivent être bien... Enfin, je sais pas. Ça dépend si elle a eu du poids dans la gueule. Les durites rigides de frein aussi, il faut regarder si elles sont pas fracasses. Je joue pas le contrôleur technique, hein. Je regarde juste pour moi dans ma tête. Vu que je vais tout démonter, époxy, machin truc. C'est pour me faire une idée d'avance. Ça a l'air plutôt propre cette histoire, c'est bien. Impeccable. Est-ce que quelqu'un parmi vous a capté le biais d'autorité dont j'ai été en proie là? Vous m'avez entendu dire, je joue pas le contrôleur technique, hein, je regarde juste. Hein. Mais putain, c'est ma bagnole, bordel de merde. Bien sûr que je regarde ce que je veux. En plus, j'ai allumé la caméra et j'ai demandé pour aller filmer, donc je filme tout ce que je veux. Mais en fait, ce qui se passe dans ce putain de cerveau, c'est un truc de ouf. Hein. Je me suis dit, je suis dans un centre de contrôle technique. À côté de moi, j'ai le contrôleur. C'est son travail de contrôler ce véhicule. Donc, je dois faire attention à ce que je regarde ou à mes constatations. Faut que ça corresponde avec les siennes. Alors que pas du tout, en fait. Je peux regarder ma bagnole et considérer ce que je veux. Tu comprends? C'est pour ça qu'on trouve des gens, tu sais, qui font des crédits de ouf. Ils passent leur contrôle technique. Ah, il y a ça à changer, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Puis ils vont chez le garagiste avec le procès verbal de contrôle technique. Les mecs, ils regardent. Ah, je vais vous faire un devis sur la base de ceci, cela. Et ils se retrouvent à payer des fortunes, à crédit, machin truc. Parce qu'ils se disent, bah, ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent. C'est leur métier. Je dois forcément les croire. Je dois forcément faire ce qu'elles me demandent. Pendant des années, je considérais comme des putains de moutons les gens qui réagissaient de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils obéissaient bêtement. Et je me surprends aujourd'hui à prononcer une phrase qui prouve que mon cerveau a subi ce biais d'autorité-là aussi. Je dis pas que je suis plus intelligent que vous, hein, mais en tout cas, dans le domaine de l'automobile, ça va. T'as bien compris que je maîtrisais la chose, on va dire. Donc je me dis, putain, mais les pauvres gens qui n'ont pas de connaissances et de compétences là-dedans, mais ils doivent se prendre des pilules, laisse tomber, hein. La séquence qui va suivre, c'est le nettoyage des moquettes sur la base d'une vidéo que j'avais vue une fois sur un réseau social, je crois que c'était Instagram. C'était l'utilisation d'une ponceuse, donc une ponceuse murale, hein, sans le disque bien évidemment, mais juste avec la partie velcro, directement sur la moquette pour que les vibrations fassent remonter la poussière et faciliter son aspiration par un outil de type aspirateur. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit putain, ça a l'air sympa. Et en fait, quand tu l'utilises, c'est 10 fois plus sympa que sympa. Je te montre les images. Bon, alors là il y a un vilain contre-jour. On va se lancer dans le démontage des sièges avant pour pouvoir nettoyer la moquette un peu plus en profondeur et aussi passer les sièges à la shampouineuse. Parce qu'en fait là tu vois on a nettoyé toutes nos forces mais ça reste. En fait c'est imprégné dedans. Donc pour démonter les sièges avant, il y a des petites réglettes en plastique sur les côtés, ce sont des caches en fait. Celui-ci par exemple, tu vois que tu as un petit rond où se trouve cette petite piécette qui cache une vis de fixation, donc c'est du cruciforme, tu démontes ça, tu retires le cache. Il y a aussi un autre cache sur la partie centrale ici même. En fait les caches c'est juste pour planquer les rails qui sont pas très très jolis. Donc ensuite le siège ne demande qu'à reculer. Et une fois que le siège est reculé à fond, ici je vois qu'il y a deux écrous de 13, donc je vais les dévisser de suite. Donc une fois qu'on a retiré les écrous, ici même, forcément le siège, on lève la manette, on le recule à fond,
Et les petites roulettes qui se trouvent ici sortent des rails. Ensuite, forcément, il y a les prises à débrancher. Donc c'est les prises des airbags. Hein. Donc, ou si il y a les sièges chauffants, il y aura des prises supplémentaires, peu importe. On démonte ça, c'est parti. Quand c'est déclipsé, ça ressemble à ça. Tout simplement. Col neuf. Ça fait quand même bien plaisir. Oh. Miam miam miam. En fait, on n'y pense jamais à nettoyer en profondeur les moquettes. Hein. Même quand on fait un coup d'aspi, on croit que c'est propre, mais... Ouais. Non. Vise un peu ces magnifiques sièges chauds. Regarde cette nettoyance, regarde cette couleur, cette vivacité. Ouais, je suis dans le contre-jour, hein. Je suis désolé, je ne suis pas ami avec un producteur de Canal+, bref. Vous voyez ces pédales là? Elles vous dégoûtent? Moi aussi. Vous voyez cette chose ici? C'est dégueulasse? Tout à fait. Ce câble pendouillant, Nicomoc. Donc, il existe un kit qui est celui-ci. Vous allez sur internet et vous tapez tout simplement Golf MX4 Aluminum Pedal et vous trouverez bien évidemment ce kit pour pas cher du tout. Je l'ai payé 15 balles. Donc ça va vraiment embellir la chose. Je suis impatient de remplacer ça. Et vous, la chance que vous avez, c'est qu'un claquement de doigts et pouf. Alors, c'est pas plus fashion? Je te montrerai ça mieux quand il y aura un pas de contre-jour, etc. Mais... Et puis un tapis, surtout. C'est vrai que c'est quand même assez stylé. Il faudrait que je nettoie aussi le truc en plastique derrière. Là. Ah, c'est pas terminé, il y a encore plein de trucs, gamin. Bon, j'ai enlevé la moquette de coffre. Poubelle, de toute façon, j'en remettrai une autre. Alors, bien souvent, j'hallucine de la profondeur des modèles traction. C'est fou. Sur les V6, c'est beaucoup plus... Enfin, les 4Motion, c'est très très court la profondeur. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète encore. Donc là, bah, l'idée, c'est de couper tous les câbles. Hein. RCA, câble d'alimentation, machin, autoradio et tout. Enfin, on va rester sur 4 haut-parleurs tout à fait classiques. Et bah, nettoyage de tout ça. L'étiquette ici, elle est morte. Alors, l'étiquette qui se trouve dans le coffre ou dans le carnet d'entretien des véhicules Volkswagen, c'est une étiquette qui ressemble à ça. Et son utilité, évidemment, il y a le numéro de châssis, le code peinture, etc. Donc ça, c'est super utile. Il y a aussi le code de boîte, le code moteur. Mais surtout, cette fiche signalétique contient les codes PR. Ces codes vous seront d'une utilité lunaire lorsque vous devrez commander des pièces sur n'importe quel type de site de vente de pièces automobiles. Parce que les Volkswagen, quand elles sont fabriquées, elles ont plusieurs motorisations, plusieurs types d'options, plusieurs freinages. Parfois, vous avez une motorisation et vous avez plusieurs freinages, plusieurs types d'amortisseurs, plusieurs types de barres stabilisatrices, plusieurs etc. etc. Est-ce que tu comprends maintenant l'utilité d'avoir cette étiquette en parfait état et parfaitement lisible? Il existe des entreprises aujourd'hui qui proposent la reproduction de ces étiquettes-là. Okay, donc, si tu en as encore une à peu près lisible, même si c'est très légèrement lisible, tu prends une photo, tu modifies la photo avec ton téléphone pour avoir le contraste et tout, que ça redevienne à peu près lisible pour que le mec puisse te faire une reproduction. Sinon, si tu as le carnet d'entretien, il y a toujours une étiquette en bon état dans le carnet d'entretien au cas où. Voilà. Te voilà parfaitement informé, camarade. Alors, le tapis de coffre. Donc, on en a retrouvé un. À la casse, Vague Parts The Result. Il y a encore... Oui, alors, évidemment, ils m'ont dit si tu veux un tapis neuf, il faut avoir soit beaucoup de chance, soit il faut faire beaucoup de routes pour aller les chercher, etc. Donc là, ils en avaient un, vendu à un prix super correct. Donc je l'ai pris, bien sûr, et on va pouvoir récupérer les merdouilles qui sont dessus. Pourquoi les gens font caca dans leur coffre? C'est une grande question qu'il faudra qu'on se pose un jour, tiens. Donc là, les produits, c'est des produits spécial moquette que je vais laisser imprégner, détachant et compagnie. Parce qu'il faut savoir que Coupablette, c'est fabriquer un détachant, t'es pas prêt. Hein. Non, genre fabriquer elle-même. D'accord? Voilà. Elle a pris des produits, elle a fait des mélangements. Même sur des vêtements blancs des enfants, ketchup, ce que tu veux, frère, ça passe en machine, il n'y a plus de traces. Alors évidemment, ce tapis ne peut pas passer en machine. Mais en tout cas, son détachant, je vais l'expérimenter de suite. Dans les grandes lignes, détachant surpuissant ou pas, si vous pouvez trouver un tapis de coffre qui n'a pas eu d'hydrocarbures dans la gueule, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est ça. Attends, c'est où? Si tu regardes bien, voilà, tu vois, c'est vraiment de l'huile. Il y a vraiment eu de l'huile ou du carburant ou un truc comme ça. C'est pour ça que c'est difficile à récupérer. Le ciel de toit maintenant, donc je l'ai tourné. Alors, avec grande délicatesse. Avec grande délicatesse,
On fera un vidéogramme spécifique sur le sujet parce que le simple fait de le démonter proprement sans rien casser, de l'extraire du véhicule, de retirer le tissu, de retirer la colle, d'acheter la bonne colle, le bon tissu, comment l'appliquer, comment s'occuper de chaque plastique, etc. et tout, rien que ça, c'est une vidéo complète. Pour que ce soit filmé dans le détail, il y a plein de vidéos sur YouTube, hein, plein, hein, parce que moi-même pour démonter, j'ai essayé de chercher une vidéo. Allez-y, regardez. Mais franchement, les vidéos que j'ai regardées, elles m'ont énervé. Il n'y a rien qui est expliqué dans le détail. Donc on va tout expliquer dans le détail, comme ça tu pourras le faire chez toi tranquillement, sans stress, sans avoir besoin de te dire putain comment je vais faire, est-ce que je vais casser ceci, cela. Tu verras, tu seras super content, d'accord? Donc on voit ça la prochaine fois. Donc ici pour démonter les garnitures du haillon, il faut commencer par la partie claire. Donc la petite molaire là qui sert à fixer la plage arrière, qui d'ailleurs avait une vis là, je sais pas si vous vous souvenez. Et ben en fait il faut attraper la partie centrale avec une tenaille, hein, tirer dessus, et ensuite il y a ce système de molaire fixationnel qui tient comme ça. Et une fois que c'est fait, il faut tirer sur la garniture. Ça va faire un bruit atroce, mais c'est normal, c'est des clipsons en place. C'est des clipsons métalliques qui tiennent du plastique. Ça fait toujours des bruits de craquement, mais c'est tout à fait normal. Partie claire en premier. Ensuite, il y a des vis dans les poignées ici tout au fond. C'est du cruciforme. Donc on retire une vis par poignée et on se retrouve juste après. Donc une fois que toute la plastiquerie est démontée, on en arrive ici au moteur qui est fixé par des écrous de disques. On voit un ici, un là, un là-bas. Le truc c'est que si je tire dessus, je vais péter la fenêtre. Donc là, on s'arrête ici pour le moment. Il faut repasser par au-dessus. Il y a les fixations de l'extérieur. Go. Donc, essuie-glace arrière. Le petit couverclier, on le retire. Ensuite ici, c'est du 13. Je retire le 13, c'est parti. Donc, une fois que j'ai retiré le bras, il me reste ceci. Et là, je peux retirer le moteur. Alors ici, le moteur est démonté. Donc, il y a un petit joint à retirer. Donc ça, je vais le pousser vers l'extérieur. Je le récupérerai par terre. Bon, l'idée, une fois qu'on a le trou dans la fenêtre, c'est de venir y apposer ceci. D'accord? Ça remplace le moteur, hein, ça bouche le trou en fait. Alors, faites ce que vous voulez. Ça, c'est vendu sur internet, hein, ça vaut 5 balles. Il y a plein de sites qui le vendent plus cher, on s'en fout, c'est pas l'idée. Personnellement, je n'utilise que cette partie-là. Donc, je retire l'espèce de tigeon fileté là. Voilà, je m'en fous. Je mets de la colle à pare-brise là où est censé se trouver ici ce joint torique là. D'accord? Et je viens poser ça sur la vitre à l'extérieur. Comme ça, j'ai pas cette partie-là à l'intérieur qui peut potentiellement mal se fixer sur le boudineux de tout à l'heure là et casser la fenêtre. D'accord? Donc que ça, colle à pare-brise. Je t'invite à faire pareil, c'est sans risque. Et puis l'eau de pluie pour traverser la colle à pare-brise, tu peux y aller. Hein. Voilà, donc j'installe ça et je te montre ce que ça donne. Et moi ça, gamin, comment que c'est tout bio? Hein? C'est plus fashion, c'est plus victime, c'est plus stylé. Hein? Et ce gros moteur avec son gros bras plein de merde là. Qu'est-ce que t'en penses? Ici, on est dans le haillon arrière du coup. Et j'ai remarqué que ce bidulier n'était pas alimenté ou ne fonctionnait pas. C'est ce qui permet le verrouillage du coffre en fait, si tu veux. Je te montre un petit peu. Tu vois là comment que c'est fait. Lorsque j'actionne la poignée, ça pousse un levier, d'accord? Et lorsque le verrouillage centralisé alimente ce boîtier là, allez, voilà, et ben en fait la poignée tu peux la bouger comme tu veux, elle n'entraîne plus le système, tu vois, voilà là, et là ça embarque le tout, sauf que ce truc n'est plus alimenté, ça tombe jamais en panne, hein. Du Volkswagen c'est for life, hein. Donc il y a de grandes chances que ces putains de câblons, un des deux câblons qui sont là dedans, donc ces deux couleurs là, soit rompu ici dans le soufflet. Parce qu'il y a tellement de mouvements ouvrir, fermer, qu'il y a des grandes chances qu'il y ait des fils qui soient sectionnés à l'intérieur. Donc il va falloir que je vérifie cela. Comment? J'ai un doute. En fait, je viens de mesurer avec le multimètre la continuité. Parce qu'il y a forcément une masse là-dedans, on est d'accord? Il y a forcément un des deux fils qui correspond à la masse. Et il n'y a rien qui fait continuité entre un des deux fils et la masse du véhicule. Donc forcément, ça doit être rompu là-dedans. Donc je vais regarder ça. Ouais. Il doit y avoir un sacré flash quand même. Alors la grosse masse qu'on voit, c'est pour le dégivrage de la lunette arrière, hein, qui consomme quand même pas mal. D'ailleurs ça doit être marqué dessus, mais je pense que tout le public s'en branle, moi y compris, donc c'est bon. Donc il faut réparer donc les deux fils. Le bleu il tenait encore une miette, par contre le vert il était décomposé, n'existait plus.
Et là, vous allez me dire, coupable, s'il te plaît. Puisque le soufflet ne s'ouvre pas, et que là, tu as réussi à le retirer en coupant le dernier fil, ce qui est exact. Comment tu vas faire pour remettre les fils ensemble et remettre le soufflet après? Ah, coupable. Ben enfin, gamin, allez, je te donnerai la réponse après. Je vais laisser certaines personnes en commentaire expliquer le truc. Bon, bah tu t'en doutais, hein. Évidemment, il fallait pousser le faisceau, donc il fallait démonter tout le faisceau ici, celui qui est dans ma main là, le pousser au maximum vers l'intérieur, comme ceci, voilà. Et ensuite, eh ben, tu passes le soufflet, tout simplement. Donc là, je vais claquer le soufflet et ensuite, ben, je vais tirer tout le faisceau pour le remettre à sa place en arrière. S'il y avait une personne pour filmer, tu aurais pu voir l'opération, mais je sais que tu as compris. Tu es très intelligent, c'est bien. Tu es abonné, parfait. Alors, bon, on est le lendemain, parce que forcément, j'ai dû faire des choses. Est-ce que ça fonctionne? Centralisation prêt. Ok. Super. Je vais pouvoir remonter la garniture du haillon et puis poursuivre les choses. Alors le nettoyage, ça donne vraiment bien. Hein. Alors le côté gauche, malheureusement, il y a une petite tache en bas. Voilà. Sinon, par contre, les dossiers, les moquettes des dossiers, c'est impeccable. Le côté droit, c'est pareil. Il va falloir trouver une solution, soit remplacer la moquette ou essayer de nettoyer ça, mais je pense pas que le nettoyage ça marchera. En tout cas, ça commence à bien rendre cette histoire. Même en l'état comme ça, c'est plutôt correct. La plage arrière et tout machin. Quand tu ouvres, t'as moins envie de dégueuler que tout à l'heure. Bon, l'intérieur commence à avoir un semblant de ressemblance à quelque chose. C'est bien évidemment, il manque plein de trucs. Hein. Déjà, il faut remettre les tapis, il faut changer le volant, etc. Il y a quelques petites choses à revoir, certes, mais ce qui va me déranger en premier lieu, là, tout de suite, c'est le sélecteur de vitesse qui est extrêmement dur. Les vitesses, elles sont, enfin, le levier est difficile à manœuvrer. Je pense avoir détecté la cause, qui est l'articulation là du sélecteur qui est complètement plein de merde. J'ai déjà démonté la batterie, donc je vais retirer la boîte à air, le support batterie, faire un gros espace ici pour qu'on voit ce qui se passe. On va filmer avec plus de détails là-bas et tu vas comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La boîte à air, donc ici il y a un capteur de température sur la boîte originale, maintenu par une vis de 10 ici même. Votre meilleur ami quand vous faites de la mécanique, c'est un aimant télescopique. Soit quand vous perdez une douille, soit quand une vis ne vient pas, soit quand etc. On s'en fout. Donc la boîte à air en premier lieu, j'ai enlevé les deux vis de 10. Donc ici il y a un petit caoutchouc. Il suffit de la reculer. Tu vois ici là? Voilà. Je la prends. Ah, il y a encore un autre truc. Ah oui, le petit tuyau d'air. Voilà. Le bac à batterie qui vient en entier. Il y a un cap qui est accroché quelque part ou pas? Non, c'est juste qu'il a envie de faire chier son monde. Voilà, regarde la place que tu gagnes. Alors. Donc. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une fuite d'huile qu'il y a eu là, c'est un bidon qui a été versé, c'est pas possible. D'où elle vient cette huile, bordel de merde? Tu te rends compte de la couche qu'il y a? Ou pas? La boîte est recouverte. Recouverte. Là, il faut l'emmener au Karcher. On peut pas les... Je te jure que là, il faut l'emmener au Karcher. Hein. Bon, désolé, j'étais sous le choc. Revenons à nos esprits et évitons de faire de la merde. Tu vois la durite là, cette durite là? Normalement, tu as un peu de dureté, tu vois, tu le sens. Là, c'est devenu tout mou. Tout mou, tout souple. Donc cette durite là, elle ne demande qu'à péter. Pourquoi elle n'a pas encore pété? Parce que le ColorStar est bloqué en position ouverte. Elle ne chauffe pas, cette voiture. Enfin, le moteur ne chauffe pas. C'est pour ça qu'il y a peu de chauffage et c'est pour ça qu'elle ne chauffe pas. Quoi. Globalement, elle doit consommer beaucoup. Le ColorStar est bloqué, disais-je, et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas la véritable pression ni température dans les durites de refroidissement. Mais si je change le ColorStar là, et qu'elle récupère ses vrais degrés et sa véritable pression de circuit, la durite là, elle éclate, c'est certain. Donc, il convient de tout nettoyer, remplacer la durite, comprendre un peu d'où vient cette fuite. Parce que, franchement, à ce stade-là, c'est pas juste une fuite. Hein. Là, il y a
Il y a quelque chose là. Il y a un truc qui va pas là. C'est trop abondant, il y a quelque chose qui va pas. Bon, ici, j'ai, avec un pinceau là, qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé, et un peu de nettoyant frein, commencé à casser la merde. Donc le nettoyant frein c'est une fusée, hein, mais c'était tellement épais que... Enfin bref. Donc maintenant que j'ai fait le plus gros, on va dire, comme d'habitude, le super fine. Alors s'il n'y avait qu'un seul N, je pense que ça se prononcerait super fin, mais comme il y a deux N, c'est super fine. Donc aspersion, protection du papillon double corps ligne complète, et go. Eh, c'est que ça commence à ressembler à quelque chose cette affaire, qu'est-ce que t'en penses, gamin? Bon, le vase d'expansion, lui, est couleur dents de je sais pas qui. Alors, moi ça, gamin, cette belle articulation, putain, on dirait une autre bagnole sans déconner. Là, tu vas faire le mouvement gauche-droite sans passer de vitesse. Tu sais, tu bouges juste le levier comme quand tu veux vérifier le point mort là. Et ça bloque. Ça reste bloqué à droite ou à gauche. Et ben c'est cette putain de pièce là, c'est que elle. Vas-y, refais. Ouais, il doit y avoir une rétention là-dedans là. Donc ici, je retire ceci ici même. Plouf. Je vais débrancher la durite d'eau. Comme cela fait 2 mois que je n'ai pas bu d'eau. Il va s'écouler bien évidemment du liquide de refroidissement. Et encore ça va, je trouve que ça ne coule pas de trop. Grâce à ce siffle, je vais pouvoir démonter le calorista. Là, on retire le tubon. S'il veut, voilà. Bon, déjà, le pipelier, il est propre. Enfin, il est propre. Il n'est pas baisé, quoi. Et le calorsta qui m'a l'air bloqué jusqu'au trou de balle. Là-bas. Voilà. Ouais, c'est dégueu. Donc le joint est bien sur la partie avant. Alors il est fermé ce salopard. Il est fermé. Je pensais le trouver en position ouverte, tu sais. Je pensais le trouver en position ouverte. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon écoute, de toute façon ça lui fera du bien d'être remplacé, hein, dans tous les cas. Ouais. The new part. Is it okay? The new joint. Is it okay or not? Il m'a l'air qu'il est ok. Et vérifie bien l'arrondissement de Paris. Est-ce qu'il est bien mis partout? Ouais. Je suis bête, j'ai remonté sans vous montrer. Mais en même temps, vous n'avez pas le ressenti dans les mains, donc vous n'aurez pas pu percevoir la chose. Tout a été remplacé là-bas, les articulations de merde. Ça n'a strictement rien changé. Ça n'a rien changé. En fait, c'est dans la boîte de vitesse. Il y a une difficulté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tout le gras qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, c'est l'huile de boîte qui est sortie par je ne sais quel trou. Et au final, voilà, c'est pas... Non, non. Il faudra prévoir un remplacement de boîte, mais bien évidemment, pas une boîte 5. On passera sur une 0,2M. Ça sera beaucoup plus sexy, d'autant plus qu'il y a une suite potentielle d'upgrade de performance. À voir avec Don Gazol qui m'a donné une superbe recette. On va voir si on a bonne application ou si on part sur un swap ASZ, on verra bien. Bon bref. La durite a été remplacée, la durite de liquide de refroidissement là. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Le calorsta, bah, le nouveau est en place parfaitement, tout va bien. Le liquide de refroidissement a été remis à niveau. J'ai déjà fait chauffer. L'aiguille de température monte bien à 90, c'est super nickel, on va aller faire un tour après. Là ce qu'on va faire c'est je vais reposer le couvercle plastique moteur là, histoire de récupérer une jolie récence visuelle. Mais avant il faut que je te montre une petite technique. Alors ici, le couvercle moteur SDI-1.9 gamin, ça c'est le luxe. Bon je vais passer un coup de propre hein, comme tu as pu voir, il était tout graisseux au début de la vidéo. Et en fait on va le rajeunir un petit peu, comment on va faire? Tu vois ce logo grisonnant là? On va le remplacer tu vois. On va le remplacer parce qu'ici dans la petite boîte,
J'ai plein de logos, gamin. Et tu vois, celui-là, là, en bleu, là, je le sens bien. Je le sens bien, gars. Donc, le remplacement s'opère de quelle façon? À l'arrière, il y a 3 petits clipsonniers. Donc, il suffit de les pincer, retirer le bazar. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas percuté. En fait, c'est un peu plus large ici, le rond. Et comme il a laissé une petite trace avec le temps, bon, il se peut qu'en installant celui-là, ça fasse un peu bête. Alors, je précise, c'est vraiment les mêmes types de fixations. Hein, tout est pareil. Hein. Même le petit ergot de bidulier, là. D'ailleurs, je vais l'installer devant vous. Grand moment de télévision. Voilà. Bon, si j'appuie, je vais péter le cache parce qu'il est tout pas bien mis. Tu vois, ça fait style, j'aime bien. J'aime soudainement bien le diesel, là, tu vois. Je me sens mazoutard d'un seul coup, là. Regarde ça, gamin. Une belle baie moteur. Donc, faisons le point. Distribution contrôlée, parfait état, tout va bien. Vidange faite. Filtre, machin, etc. Donc, le moteur, là, normalement, je devrais y foutre la petite potion magique d'Étienne. Mais avant de faire ça, il faut d'abord que je te montre l'avant-après. Bon, tu m'as entendu parler de soupe d'Étienne. Étienne, c'est un mec qui va consulter des ingénieurs, hein, motoristes, pour leur dire, faut faire ceci, faut faire cela. Tu vois un peu le niveau du bonhomme ou pas? Pour une raison que j'ignore, il m'apprécie. Et donc, de temps en temps, il me fournit des petites souplettes en fonction des besoins. Donc, il a déjà sauvé la boîte de vitesse d'un Avantime dont je suis propriétaire. La boîte était prête à exploser. Hein. Les roulements étaient au bout de leur vie. Il m'a fait une mixture, il l'a mis dedans. Je continue à rouler avec comme si de rien n'était. Extraordinaire. Et les moteurs, les putains de moteurs. Il te fait des soupes. Tu mets ça dedans. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de résistance. Il y a plus de. Le moteur tourne à plein. C'est un truc de fou. Comme on dit dans le jargon, une image vaut 10 000 mots. Donc je pense que quand tu verras le avant-après, tu vas mieux comprendre ce qu'il en est. Là, on va faire un test dans l'état. C'est-à-dire que la voiture a été 100% contrôlée au contrôle technique, etc. Avec le contrôleur et tout ça, machin. Le freinage est carré, suspension c'est carré, tout ce qui est cylindre bloc, pneumatique, etc. Tout est en ordre. La distribution, on l'a contrôlée. Tout est bon. Là, il n'y a plus qu'à gasoil, pied dedans, relevé, chronométré, machin, ceci, cela, sur route fermée, sécurisée, hélicoptère de sécurité, le SAMU, la Croix-Rouge, les bénévoles, la cocaïne, comme d'habitude. Non mais il faut préciser, parce qu'après on va me dire ceci, cela, on est en Thaïlande déjà, normalement la France n'est même pas concernée. Donc, qu'est-ce que je disais ? Par contre, avant de faire le moindre essai routier, je vais remplacer ce putain de volant. Ce volant me dégoûte. Le volant 4 branches, je peux pas. Non. D'ailleurs, j'ai attendu la fin de la vidéo pour récompenser mes loyaux camaradiers, hein, voilà, mes acolytes. Parce que l'information que tu vas découvrir là, il ne reste que quelques instants avant que la spéculation fasse main basse et puis ce sera baisé. Mais vous avez une petite lucarne pour obtenir des volants, entre guillemets, pas chers. Je te mets l'extrait, c'est mieux. Hein, voilà, donc remplacement du volant, c'est parti. C'est pas sexy du tout, c'est pas joli, c'est pas, j'aime pas. Je pense que vous n'aimez, personne n'aime ces volants 4 branches dégueulasses. Donc forcément volant 3 branches. Mais avant de parler de volant 3 branches, il va falloir parler de retirer cette merde. Et retirer un volant de Golf 4, franchement c'est pas de la tarte. Tu mets le contact et tu le coupes, mais tu laisses la clé sur le Neyman. Ensuite le volant tu mets dans cette position, ici, comme ça. En fait si tu veux, à l'arrière du volant tu as 2 trous dans lesquels il faut faire passer un tournevis plat. Je ne peux pas passer la caméra derrière, mais je vais retirer le volant et je vais te montrer. Donc ici, comme tu peux voir, le volant il est tourné en gros vers la droite, ok? Tout ça, vous ne pouviez pas le voir avant parce qu'il y avait l'airbag qui se trouve ici. Le petit trou qui se trouve derrière, vous allez passer un tournevis dans cette position-là, à plat comme ça, tu vois. Tu sais que ton tournevis, tu dois le lever comme ça vers le haut. Et ça produit ce mouvement d'écartement-là. Dès que tu déclipes, l'airbag se détache, tu tournes le volant de l'autre côté, même opération avec ce ressort de cul, et ensuite tu débranches la petite prise d'airbag, pouf, et tu as ça posé ici sur le côté, on s'en fout. Ensuite ici, une grosse vis, c'est du M12, alors le M c'est en gros c'est du XZN, hein. Voilà c'est ça. Donc ici la vis est retirée. Voilà, donc ça, je la mets sur le côté. Ensuite, une fois qu'on en est là, on a un fil de masse marron. Donc, on le retire. Ouf.
On a une grande prise comme ça jaune, on pince les deux côtés, on tire vers l'avant. Et ensuite, généralement, il y a le fil noir, mais celui-ci, on n'y touche pas, d'accord? Donc, l'espèce de petit faisceau, lui, il vient avec le volant. Voilà. J'ai oublié de retirer mon tournevis. Tu vois, les deux trous sont juste ici, en fait. Ok. Alors, ce nouveau volant, en fait, beaucoup ne le savent pas. Et tant mieux, parce qu'après, ça va spéculer, c'est de la merde. En fait, c'est un volant de Golf 4 R32, mais qui n'a pas le petit R ici. C'est tout simplement un putain de volant d'Audi A4 B6. Voilà, je vous donne l'info. Hein. En fait, tu as l'arrondi là, donc c'est un volant cuir, tu as l'arrondi ici et tu as l'arrondi ici. En fait, le volant est plus épais en bas qu'en haut. C'est l'identique de Golf 4 R32. Voilà. Et en fait, bah, vous l'achetez 30 ou 40 balles. Bon, maintenant que l'information va commencer à circuler, ça sera autre chose, hein, parce qu'il n'y en a que des enculés de spéculateurs dans ce pays de merde. L'avantage aussi, c'est que ce volant, bah, il n'a plus les espèces de goupilles dégueulasses là où il faut passer le tournevis. C'est tout simplement des petites vis, tu vois, regarde. Là, tu vois le cul de la vis. Et la tête, et bah, c'est tout simplement par ici. Dans un petit trou, là, tu vois. Donc, l'airbag, tu visses les deux vis, c'est tranquille, pas de machin, pas de merdouille. Voilà. La prise airbag se branche en lieu et place. La petite prise jaune se branche en lieu et place. Tout est du lieu et place. Volkswagen nous dit c'est du lieu et place. Hein. Voilà. Tranquille. Quelle horreur ce truc, je te jure. Là. Alors, ça c'est l'airbag qui se met au centre du volant. Et avant même que tu me dises que ça fait kéké, c'est moi qui le dis moi-même. Ça fait un peu kéké d'avoir un volant Audi dans une Golf. Voilà. Et puis, j'ai été voir dans ma petite cassette, ici même. Ça, c'est ma petite boîte à logo, hein, tu vois. Et en fait, dans cette petite boîte, il y a ces logos Volkswagen ici même. C'est ceux que j'utilise pour les pipes d'admission quand je m'excite un petit peu sur un bloc, tu vois. Et en fait, on peut voir ici, il y a plusieurs références. Hein, 7M0, 140, 1Z0, blablabla. Enfin, t'as un peu plein de merdouilles. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce logo pourrait aller là-dessus? Alors, bien évidemment, il ne fait pas la même dimension que la partie en plastique ici même. Et le coller comme ça, bien évidemment en ébavurant tout ce qui dépasse en plastique, ça ferait un peu clochard, tu en conviens. Et puis surtout couleur bleue. Alors la couleur bleue, il existe un volant en bois pour Golf 4. Voici la photo. Et le logo est bleu. Et franchement, ça ne me choque pas. Donc le logo bleu, ça ne me dérange plus. Sauf que c'est vraiment la partie plastique ici qui va poser problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en déflinguer un pour ne garder que la partie en espèce d'aluminium là. Donc très proprement en fait. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne collé ici au centre. Putain gamin, vite sur quoi je viens de tomber. Ça c'est ce qui se met sur les moteurs VR6 24 soupapes de code moteur BDE. Et en fait, alors tu le verras peut-être pas à l'œil nu, enfin la caméra, mais lui il est un peu plus jauni que lui. Il est trop blanc, ça fait trop faux là, ça fait faux. Je vais essayer de décoller lui. Je pense qu'en jauni comme ça, ça fera bien. Je pense que ça fera un peu style. Ah, c'est beaucoup plus plat sans le logo Audi en dessous. Hein. Donc là, l'idée, bah, c'est de noirifier l'espèce de contour chromatique là. Alors. Tac, voilà. Maintenant, un coup de dégraissant pour retirer bah, la colle qui est sur ce truc-là. Et puis ensuite, noirissement, c'est parti. Alors là, je suis face à un dilemme moral. Je me dis, est-ce que je mettrais pas en noir brillant la partie qui est autour du logo, là, jusqu'au cercle? Est-ce que ça fait pas un peu con comme ça? Ça fait con. Non, ça fait très con. Enfin, ça fait con, je sais pas. Je vais le faire en noir brillant, tant pis, je vais remasquer, re-ceci, re-cela, je vais le faire en noir brillant. Franchement, qu'est-ce que je m'emmerde à aller chez les carrossiers, gamin, regarde ça. Regarde ça, gamin. Tu vois? On va se faire baiser le cul chez Albert ou Jean-Pierre ou qui sais-je encore, là, hein? Faire les choses soi-même. Quoique Jean-Pierre, c'est son froc devant Jean-Pierre, c'est pas rien, hein. Écoute, ça tue sa mère. Donc je pense que le logo, j'ai même des regrets de mettre le jaune pourri maintenant.
Parce que je pense que ça va buter avec une grande violence sexuelle. Ça faisait beaucoup mieux dans ma tête. Comment te dire Oh putain. Non. Je sais pas. Enfin, le noir, ça fait trop noir. Non, ça fait pas en fait. Ça fait pas. Parce qu'en fait, le volant, il est même pas noir. On dirait qu'il est gris. C'est... Ça fait clochard. Alors, non seulement le noir brillant, ça le fait pas, mais en plus, le logo bleu, ça le fait pas. Maintenant, vous le savez. Voilà, si vous vouliez mettre un truc bleu, ça marche pas. Voilà. Il faut bien un cobaye pour savoir. Allez. Bon, on va essayer de se faire une reprise 80 VMAX en 5e. Top. Donc là, écrasement de pédale et on va attendre. Ici avec le moteur nitrure de Borisé. J'ai fait un petit nombre de kilomètres pour dire que tout s'homogénéise bien dans l'huile, qu'il y ait des dépôts un peu partout. Étienne me dira certainement: t'as pas fait assez de kilomètres, putain, qu'est-ce que je t'ai dit? Bah oui, mais écoute, reprise 80, pied dedans, c'est parti. C'est un truc de fou, hein. Hein, que c'est un truc de fou. Est-ce que tu me crois maintenant? Et le nitrure de bord, gamin, t'as vu comment ça fait? Et quand tu combines dans la boîte, dans le moteur, machin, ceci, laisse tomber, c'est un truc de fou. Alors, ce vidéogramme, t'as bien compris, c'est en gros la synthèse des maladies des Golf 4. SDI ou pas, peu importe. Donc on a vu les frottements de pare-choc, la rouille sur l'aile arrière, enfin en gros les défauts de carrosserie. Il y aura un vidéogramme carrosserie, on parlera de tout, d'accord? Bon, remplacer le volant, t'as vu comment on fait? Le tournevis, le machin, la goupille, le truc. T'as pigé? Voilà. Tu mets le volant que tu veux, mais un 4 branches, faut que tu le retires, c'est trop dégueulasse. Les moquettes de base de Golf 4 ne supportent pas les frottements. Il faut forcément les protéger avec un sur-tapis, c'est pas cher. Évidemment, je les ai pas filmés parce que je les avais pas encore... Évidemment, je ne les avais pas encore filmés parce que je les avais pas encore reçus au moment où je tournais la vidéo, etc. Donc en tout cas, tu vas sur Amazon, sur AliExpress, tu prends des moquettes, pouf, tu les claques dessus, et comme ça, t'es fin content.
Le soufflet du levier de vitesse, ça crève à chaque fois. Pareil, AliExpress, Amazon, machin, tu fais ce que tu veux. Le levier de vitesse qui est difficile à manœuvrer. Alors, c'était kit ou double. Soit c'était le petit pactouille d'articulation ici. Et en fait, dans mon cas de ce véhicule-là, malheureusement, bah, c'était pas ça. C'est vraiment la boîte qui accroche. Ce qui explique toute la graisse qu'il y avait autour. Hein. Je pense que c'est l'huile de boîte qui a suinté, qui a dégueulé. Et puis donc, voilà. Maintenant, elle accroche à fond. Donc, on verra, on changera la boîte. Le moisi sur les sièges, t'as bien vu que ce n'est jamais perdu. Une shampouineuse, machin, t'as vu comment c'est revenu tout neuf, gamin? Impeccable. Concernant les vitres électriques, t'as vu? T'achètes le système complet. Les moteurs ne meurent jamais. C'est toujours les systèmes de câblage, les mâchoires, les machins. Et ça coûte entre 20 et 30 € sur Internet. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le ciel de toit HS. Une vidéo est prévue dessus. Je t'expliquerai comment le démonter, comment retirer le vieux tissu, comment machin. Tu vas tout apprendre. C'est archi... Non, c'est pas bidon. Mais franchement, ça se fait bien. Quand tu as de la place, que tu te concentres et que tu fais bien les choses comme on te dit de les faire, ça va fonctionner à merveille. Tu n'auras pas besoin de payer une fortune, quelqu'un qui le fera à ta place. Je ne cherche pas à casser le business de ceux qui se sont lancés dans le ciel de toit. Je vais expliquer aux gens comment on fait, c'est tout. Ok. Bon, retirer l'essuie-glace arrière, tu as bien vu. Si tu veux conserver le moteur d'essuie-glace et qu'il ne fonctionne plus, faut que tu regardes l'alimentation des câbles. Si la verrouillage centralisé ne fonctionne plus pour le haillon, c'est les câbles aussi. Bref, il faut jeter un coup d'œil au câblage. Ça marche? Concernant le joint du couvre-culasse, on a constaté une fuite et tu ne m'as pas vu le remplacer pour une raison toute simple. Le joint ne se vend pas seul. Il faut remplacer le couvercle en entier. De toute façon, ce moteur, on va faire une grosse intervention dessus. Pour une raison que tu découvriras dans le prochain vidéogramme. La température, imaginons que tu as une Golf 4 pareil. La température ne monte pas à 90 degrés. Elle reste toujours un petit peu en dessous. Tu remplaces le CalorStat. Parce que non seulement tu n'auras pas trop de chauffage, et en plus le moteur lui considérera que la température n'est pas atteinte, donc il va ordonner un enrichissement qui ne correspondra pas à ce qu'il faut pour que ça tourne correctement. Donc tu vas consommer plus de carburant, ça va foutre la merde quoi en gros, ok? L'échappement c'est pareil, alors pour le bien j'aurais pu commander le catalyseur et te montrer comment on fait, ce qui est possible, hein, je peux encore le faire, mais quand on va passer sur un turbo et tout machin, ligne en 76, on va dire que le catalyseur bah, il partira en enfer gentiment. Donc voilà camaradiers, prochain vidéogramme, ciel de toit. Tout le système audio, la prépa de 200 chevaux, l'amélioration esthétique de la voiture avec la carrosserie, les ajouts de machin, de rajout, bref, la life, ça marche. Ce vidéogramme atteint son maximum, c'est-à-dire on est presque à 1h, on est presque à 1h30. Je pense que c'est plutôt correct. Camarades, merci d'être restés jusqu'au bout. À très vite la semaine prochaine, camarades. Et on continue, nous on avance, ok? Allez, bonne soirée!